Alors, Irina m'a dit, essaye de parler un peu du livre. Ouais. La lumière que nous appelons conscience est également source d'énergie. Oui, c'est un petit peu une question qu'on peut se poser. On se dit, lorsque je me focalise, lorsque la conscience se focalise sur quelque chose, cette chose grossit, elle grandit. Et on commence un petit peu à découvrir que la lumière de conscience, c'est pas seulement quelque chose qui éclaire, c'est quelque chose qui apporte de l'énergie, qui est énergie même. Les choses auxquelles nous pensons il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, se sont naturellement dévitalisées par le fait même qu'elles ne sont plus exposées à la lumière de conscience. Si je vous dis maintenant, qu'est-ce que vous avez vécu il y a 5 ans? Il va falloir y réfléchir. C'est difficile. Mais qu'est-ce que vous avez vécu hier, avant-hier? Donc les traces de mémoire s'effacent, la mémoire s'efface, mais pourquoi elle s'efface? Si maintenant, ce que vous avez vécu il y a 5 ans, vous l'aviez ressassé tous les jours, c'est quelque chose, vous voyez, imaginons que je sois radin, et puis que j'ai perdu 30 000 euros, et que ça fait 5 ans, puis je ressasse ça, vous voyez, on peut en faire une grosse boule. Psychologiquement, ça peut devenir... mais si on n'y pense plus, alors c'est le fait de penser et de focaliser la conscience et de ressasser. Voilà, on découvre une loi, le son. Le son, la lumière de conscience qui éclaire, et le fait de parler. Ça intensifie. C'est toujours lié au son? C'est lié au son, oui. Oui. Le son est vibratoire. On fait vibrer quelque chose. Cette vibration, elle crée des formes. Et si on retourne sonorement sur un sujet, on le maintient en vie quelque part. Il est à la fois dans la lumière de conscience, mais il est alimenté par les vibrations du son. C'est pas qu'une vibration sonore, c'est aussi un vécu sensible, c'est quelque chose d'émotionnel. Et ça implique tout. On parle du son, on le met un petit peu comme isolé quelque part, mais le son fait tout vibrer. Le son fait vibrer la sensibilité. Le son met en œuvre le vital et fait vibrer le corps aussi, puisque quand on pense, ça vibre dans le corps physique. Les idées, les choses auxquelles vous pensez, imprègnent le corps physique. Alors, si on pense faussement, eh bien, on imprègne le corps physique d'idées fausses. Le son alimente, mais il alimente aussi parce qu'il implique tout l'être. Si tu fais attention, quand tu penses, tu ressens ce que tu penses, donc il y a la sensibilité, et puis tu vas sentir ton corps se tendre. Donc le corps est impliqué aussi. Il y a ce pouvoir de projeter des images, le mental, de parler et de s'identifier. Ce sont les mots, le son, le fait de penser qui maintiennent artificiellement le moi et le sujet de nos préoccupations. Le son, de par sa nature vibratoire, est un générateur. Il est le porteur des concepts de l'esprit. C'est le son qui exprime les idées, tes concepts. Quelqu'un qui a des idées, il ne va pas se contenter juste de contacter
d'éclairer ses idées. Il va vouloir les exprimer. Et c'est par le son. On voit souvent des débats à la télévision, des penseurs, des philosophes, des politiques. Bien, ils ont des idées, mais l'idée, elle, est la synthèse d'une réflexion. Mais si on veut l'exprimer, c'est par le son. On va parler. Ce qui est rigolo, c'est que la synthèse, elle, c'est comme une pelote de laine. Et le son, lui, c'est comme le fil que l'on tire de la pelote. Dans la pelote, dans l'unité conceptuelle, est assimilé à un tas d'éléments. Tout à l'heure, tu parlais de structure. Tu vois, c'est bien, ça éclaire un peu. Il y a tout un tas d'éléments qui forment le concept, mais les mots, eux, vont exprimer tout ce qui est contenu dans l'unité conceptuelle. Alors, on déroule la pelote, on tire le fil, on est comme une araignée, et puis on tire le fil de notre concept. Moins on pense à une chose, moins on en parle, et plus elle semble s'éloigner et comme se dissoudre au bout d'un certain temps. Les animaux n'ont pas d'obsession psychologique particulière et ne sont pas déformés par le mental, car ils ne pensent pas intellectuellement comme l'homme. C'est en général le contact avec les hommes qui déforme la psyché des animaux. Mais lorsque la relation homme-animal est belle et profonde, l'homme bénéficie du rayonnement de l'animal, tout comme l'animal bénéficie du rayonnement de l'homme. Voyez ? Chacun aide l'autre. On aide les animaux dans le sens où ils s'humanisent. On va les aider à passer dans le plan humain, on va dire. Le moi... Est-ce qu'on peut faire l'inverse? Ah oui. C'est une bonne question. Oui, l'inverse est possible. Quelqu'un qui s'enfonce dans les instincts, les bas instincts, les possessions, tu vois, les choses comme ça, il s'animalise. Sur des plans psychiques, hein, il y a des entités ou des formes très bizarroïdes de personnes qui se sont animalisées d'ailleurs. Ouais, enfin bon, on va pas trop parler de ça. Le moi sait, de façon très occulte et instinctive, qu'il prend de l'énergie et se régénère dès qu'il se trouve dans le champ de la conscience. Il sait également qu'il a besoin des mots et du son pour cela. C'est rigolo parce qu'on parle d'une chose là. On est en train de découvrir quelque chose. Voyez ? Mais le moi, lui, il le sait ça. Ce dont on est en train de parler là, on se dit, tiens, oui, j'avais jamais regardé ça, j'avais jamais vu les choses comme ça. Mais le moi le sait parfaitement. Le moi sait parfaitement qu'il doit se montrer, qu'il doit parler, qu'il doit se servir d'une force pour même se régénérer, pour se maintenir en vie. C'est ça. Empêcher. Pardon? Il peut peut-être pas s'en empêcher. Oui, c'est vrai qu'il jouit, il y a un plaisir. Le moi jouit du fait de se montrer, de parler, d'aller dans des endroits où il y a du monde, enfin bon, voilà. Mais on peut peut-être le prendre aussi comme un devoir de le faire. Dans quel sens? Ben, je dois parler, je dois exprimer mes idées. Donc, enfin, le moi, enfin, c'est pas que je prends sa défense, mais des fois, on se sent obligé, presque, oui, d'avoir à faire ça, d'avoir à dire des choses que si ça se trouve, on ne pense même pas, vraiment. De... Ah, tu remets en question, tu te remets en question toi-même, là. Ben oui. Ouais. Ce que vient de dire Pascal, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a eu un regard. Ça veut dire que probablement, elle s'est retrouvée dans une situation sociale, peut-être avec ses chefs, ses collègues, peut-être, je ne sais pas, où elle s'est sentie obligée de dire quelque chose, parce que c'est comme ça qu'on est censé se comporter quand on est dans une réunion de travail ou une réunion voilà, de loisirs, peu importe.
On sait tous qu'on est censé être sociable, donc participer à dire quelque chose, quoi. Mais ça veut dire aussi et surtout que elle a dû se rendre compte, mais comme tout le monde, qu'elle a dû dire des trucs qui l'intéressaient pas vraiment ou des trucs auxquels elle croyait pas du tout pour simplement avoir le bon comportement social, quoi. Mais ça veut dire qu'il y a un témoin qui a vu ça. Parce que s'il n'y a pas eu un témoin, une lumière en elle qui avait vu ça, elle n'aurait pas pu le dire là, c'est impossible. Donc le témoin était là. C'est ça le plus important. Ça veut dire que c'est un regard intérieur, ça, sur ce qu'elle a dit et sur le sentiment qui accompagnait ce qui a été dit, quoi. Oui, oui, c'est très intéressant parce que c'est un petit peu comme si tu disais, c'est toi qui l'as dit d'ailleurs, même si on ne le pense pas vraiment, on participe, voilà, ça fait partie de l'attitude sociale. En fond, si maintenant il y a un éveil, tu peux te dire, tiens, mais c'est une attitude qu'on m'a inculquée, il faut être quelqu'un, il faut participer, il faut. Mais peut-être que ce n'est pas quelque chose que moi j'aurais fait naturellement. On parlait du conditionnement il y a quelque temps. Le conditionnement est une force qui nous pousse à dire, à faire, à avoir des comportements qui ne viennent pas véritablement de nous. Voilà, il faut le faire parce que ça fait partie de ce qu'on doit faire en société. Ça crée des tensions d'ailleurs, on ne s'en rend pas compte, mais on a beaucoup de tensions dues à notre conditionnement. Alors qu'on peut être très détendu face aux gens, même ne rien dire ou même dire 2-3 mots, mais être très détendu à l'intérieur et vivre notre relation sociale très différemment qu'avec une tension « Ah, mais je dois montrer ceci ou je dois être quelqu'un qui… » Ça, c'est remettre en cause notre personnage aussi. Ah oui. Oui, ça remet Tout en… ce qu'on a construit, toute notre identité. Tout ce à quoi on s'est identifié, tout ce à quoi on croit. Alors tu parlais d'idées, de structures, mais on va se rendre compte que c'est beaucoup de tensions tout ça. Des tensions internes, tu vois. C'est beaucoup de tension et puis ça peut aussi être quelque chose qui n'est pas vraiment nous, quoi. Dans le sens où on a été conditionné sans s'en rendre compte par tout un tas d'influences extérieures, sociales, familiales, etc. Mais que finalement, il y a une partie ou une grande partie même parfois de ce conditionnement qui ne correspondent pas à notre nature profonde. Et si on écoute notre sensibilité ou notre nature de base, par exemple si on est silencieux, plutôt passif-réceptif, plutôt attentif et pas bavard, on va dire, mais si on en prend conscience, on va se rendre compte qu'il y a tout un pan, une partie de ce conditionnement qui ne correspond pas du tout à notre nature profonde. Et donc dans ce cas-là, on va l'abandonner facilement, cette partie-là, qui constitue notre identité. Mais finalement, ça n'est pas, c'est quelque chose qui est complètement artificiel, mais on ne s'en rendait pas compte. C'était là, mais on ne s'en rendait pas compte. Et quand on s'en rend compte que ça ne correspond pas vraiment à ce que nous sommes, ben on va l'abandonner facilement, quoi. Oui, derrière ce conditionnement, cette façade, il y a quelque chose de plus profond. Il y a notre véritable nature qui est silencieuse, on peut parler aussi, hein, mais notre véritable nature est passive, réceptive et plutôt détendue. Là, on sent qu'on est naturel, qu'on est soi-même véritablement. Et quand on est dans un comportement, on sent que c'est une façade. Ben, petit à petit, on va aller beaucoup plus vers ce qui est naturel. Même si c'est le silence, même si c'est être silencieux. Oui, ça remet beaucoup de choses en question. Les personnes avec un gros ego sont, en général, des personnes qui parlent beaucoup. Elles jouissent de la puissante notion qu'elles éprouvent d'elles-mêmes
notamment lorsque quelqu'un les écoute. Les individus peu conscients ne comprennent pas clairement des relations existantes entre le son et l'ego. Mais la plupart de nos instincts et entités égocentriques, tels le moi, en connaissent intrinsèquement les principes. Un animal sait exactement ce qu'il doit faire pour manger et pour se maintenir en vie. De même, le moi sait comment prendre de l'énergie et pérenniser son existence grâce aux mots et aux sons. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est rigolo, c'est que le moi sait tout ça comme c'est un animal qui sait parfaitement ce qu'il doit faire. Il faut que ça vibre, il faut que sinon il se... Rappelons-nous le mot personne, qui signifie qui est par le son. Voilà. Moins on parle, et moins il va y avoir de moi, et plus on veut faire grandir le moi, et plus il faut parler. Alors tu disais comment faire pour diminuer le moi. Tu es toi-même, passive, réceptive, à l'écoute, et puis quand il y a des choses à dire, tu les dis, bien sûr. Et puis sinon, bah, on est dans l'écoute. Le fait de penser densifie le sujet auquel on pense, ainsi que la notion de moi. Les deux choses sont liées, car nous sommes inconsciemment identifiés à nos problèmes. La densification des sujets pensés et du moi crée un phénomène d'isolement, mais également un phénomène de descente. Ça, c'est quelque chose dont on a parlé avec Jean-Marc il y a quelque temps. Quand on a la chance d'être dans la présence, dans cette dimension vaste, spatiale, cette dimension de plénitude, et qu'on se retrouve pris dans le moi à nouveau, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et qu'on voit bien la différence entre la présence et le moi, qui implique le mental, la mémoire, le son, parler, l'identification. On sent quand la mémoire est là, et lorsque le mental n'est plus là, et qu'il n'y a plus de moi. Et c'est quoi cette descente? Eh bien, imagine que tu sois l'espace, que tu vives l'espace, et puis que d'un seul coup, tu sois pris dans ton mental, les mots, et moi ceci, et moi cela, et tu te retrouves dans une cage mentale. On peut parler de descente parce que lorsque on est dans le moi, on peut descendre encore dans un moi qui est avide, dans un moi qui est possessif, dans un moi qui est dominateur. Et là, on descend, on descend, on descend. Voilà ce qu'on appelle la descente. Voilà. On le ressent vibratoirement, je dirais. Quand tu es dans la présence, il y a quelque chose qui est très libre. Il y a une grande liberté. Et quand tu es dans le mental, il y a quelque chose qui se centralise, qui fait que le champ de la conscience se réduit au niveau du mental, de l'idée de moi, de la notion de moi, des mots et des pensées. Mais on peut faire descendre encore un peu plus ce moi, le faire descendre dans des choses plus instinctives, plus égocentriques, plus avides, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de... Tu vois, on peut imaginer certaines personnes qui évoluent dans certains milieux, je ne vais pas les nommer, mais eux, ils sont dans ce genre de vibration-là, où il y a beaucoup de vibrations égocentriques, et on est dans le jeu des instincts. Et là, c'est quelque chose qui fait descendre l'être humain. L'évolution va vers la lumière, l'espace, la liberté. Ça c'est comment on pourrait dire, l'ascension évolutive. Mais la descente, l'involution, elle va vers les choses qui se resserrent. Il y a une centralisation, une focalisation et des instincts qui se densifient, qui prennent puissance, tu vois. Voilà, là on descend, là il y a une descente. Quand tu sens que quelque chose s'ouvre en toi, qu'il y a de l'espace, qu'il y a une liberté, qu'il y a une plénitude,
Ben, quoi que tu fasses, tu es dans une ascension évolutive. Tu vois. Plus un individu descend dans les basses vibrations, plus il s'éloigne et s'isole de sa source, et plus il est malheureux. Alors, il est focalisé sur sa personne et ses problèmes. Il pense qu'il est à l'origine de ses problèmes et que les autres sont responsables de son malheur. Vous voyez, c'est souvent ça le moi. Les autres sont responsables de mon malheur, parce qu'il n'en comprend pas les causes. Lorsqu'on désire quelque chose, c'est l'objet du désir qui devient l'essentiel. Il faut que je possède l'objet de mon désir pour pouvoir jouir du plaisir que j'attends. Voilà, j'attends un plaisir, j'ai un désir et j'ai l'objet de mon désir. Bien. Mais si maintenant quelqu'un m'empêche de vivre mon désir, de posséder l'objet de mon désir, alors je vais souffrir de frustration. Mais moi, je vais accuser l'objet à l'extérieur. C'est l'autre à l'extérieur qui m'empêche de jouir de mon plaisir, de vivre mon plaisir. Puis ça va être des guerres, et puis ça va être des conflits, et puis ça va être ceci, et ça va être cela. D'ailleurs, tu en parles tout au début, et tu dis, on pense que c'est normal de désirer. On pense que ça fait partie de la vie de vouloir telle ou telle chose, d'avoir des désirs, et qu'il faut avoir des désirs dans la vie. Vous voyez, ça peut faire partie de la mentalité sociale. Mais on se rend compte que ce phénomène, le phénomène du désir, est à l'origine des conflits, des souffrances, et notamment la frustration. Penser de façon récurrente à des problèmes, c'est les densifier et les alourdir. C'est comme si on s'attachait une pierre autour du cou, alors que l'on tente désespérément de remonter à la surface des eaux du lac dans lequel on se noie. Oui, c'est ça qui est un petit peu... On n'a pas compris comment se sortir de nos problèmes. Vous voyez, pour nous, se sortir de nos problèmes, c'est-à-dire quand j'ai un désir ou quand il y a quelque chose qui me tourmente, c'est trouver une solution. Mais on ne va pas regarder la cause en nous. Voyez ? Et on court après des solutions. Il faut que je solutionne mon problème, mais à l'extérieur, vis-à-vis de l'extérieur. C'est un petit peu comme si on s'attachait une pierre autour du cou et que cette pierre, elle nous fasse couler dans les ténèbres de nos tourments, de nos frustrations, de nos colères, vous voyez, de toutes les réactions humaines. Et on ne s'en sort pas. Alors on trouve une solution pour un problème, mais il y en a un autre qui vient derrière, puis après il y en a un autre, et puis après il y en a un autre, et puis on se dit, mais on va jamais en sortir. On ne peut pas en sortir. On ne cherche pas à voir la nature du problème, on cherche à solutionner des problèmes. Donc ça n'a pas de fin. En fait, le désir n'a pas de fin. Non seulement il n'a pas de fin, mais il n'y a pas d'évolution là-dedans. On a beau vivre dans une société où les rues sont bien propres, vous voyez, il y a des trottoirs, il y a des voitures, il y a tout ça paraît bien ordonné en apparence, mais à l'intérieur, rien n'est vu, véritablement éclairé. Mais en plus, toute la société nous donne plein de choses. Enfin, on est assailli de choses extérieures, de divertissement, de choses à posséder, de choses à faire, à réaliser, enfin à réaliser entre guillemets. Il y a énormément de choses qui nous sont à l'extérieur proposées. D'après ce que je comprends, il ne faut pas s'interdire ces choses, mais il faut regarder qu'est-ce qui va me lier à cette chose ou qu'est-ce qui me lie à cette chose. Voilà. Parce qu'on peut se dire aussi, ah ben oui, ben ça c'est pas bon, alors il ne faut pas que je le fasse, mais c'est pas par là qu'il faut aller. Non. Non, non. Simplement regarder. Si je suis lié à une chose, c'est que des habitudes ont été prises. C'est qu'il y a eu répétition. Il faut voir déjà comment on se lie à quelque chose, comment on s'attache à quelque chose. Et
il y a eu un plaisir et il y a eu une répétition de contacts, que ce soit le cinéma, que ce soit le tennis, que ce soit une personne, que ce soit la nourriture, que ce soit... C'est quelque chose qu'on a répété. À partir de là, il y a eu un attachement, mais qui prend tout l'individu. Quand on dit attachement, il faut inclure le corps aussi. Le corps est attaché aussi. Un sentiment vis-à-vis de quelqu'un, c'est une vibration, c'est un sentiment éprouvé. Mais le corps, lui aussi, l'éprouve. Si on est habitué à un sentiment, d'être bien avec quelqu'un, de prendre la main à quelqu'un, d'aller marcher, et qu'on y pense, et que c'est un véritable sentiment, et qu'il est puissant, le corps le vit aussi. Et il va réclamer sa vibration, la vibration à laquelle on s'est attaché. Le corps fait partie du problème, de l'attachement. L'émotion, le sentiment, le ressenti, les pensées, tu vois, tout ça crée un attachement, une entité à laquelle on s'attache. Vous voyez, quand on prend un mot, il faut vraiment bien regarder le mot du haut jusqu'en bas, de l'idée, du champ de l'esprit, en passant par les images, par les mots, le son, le ressenti, le sentiment, et puis après, ce que le corps vit. Parce que le corps s'attache aussi. Il s'attache à des choses physiques, mais le corps s'attache aussi au moi. Quand on vit un moi, parce que là, c'est le moi qui est un petit peu en point de mire, quand on vit un moi et quand on prend du plaisir, mais on prend du plaisir dans le corps physique. Le corps physique prend du plaisir. Maintenant, si c'est quelqu'un qui nous remet en question et s'il y a un conflit, bon, c'est aussi dans le corps physique qu'on va vivre la souffrance, la douleur. Mais c'est dans le corps physique qu'on prend un plaisir psychologique. C'est vécu aussi dans le corps physique. Et le corps physique vibre, il le vit, voyez. Et il s'attache. Des fois, si quelqu'un a pris l'habitude tous les samedis de mettre son costume, sa cravate, et puis d'aller en boîte de nuit, par exemple, et puis de se montrer, ou moi d'aller voir deux ou des amis ou des choses comme ça, eh bien, le corps physique l'enregistre ça aussi. Et puis, à un moment donné, il peut se dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai? Tiens, ça me démange, tiens, j'irais bien voir un tel, j'irais bien faire la fête. Le corps physique, il veut sa vibration, il demande. C'est un peu comme le joueur de tennis ou le joueur de foot. Le joueur de tennis professionnel, il gagne un match et qui lève les bras au ciel. Et je regardais Zverev il y a 2-3 jours gagner un match qui a été très difficile. Et donc il le gagne et la caméra fait vraiment un gros plan sur lui. Et on voit le corps participe à ce moi qui jouit quoi d'avoir gagné. Tu vois? Et où les joueurs de foot, c'est pareil, quand ils marquent un but, on sent qu'il y a voilà, un grand plaisir. Le moi aussi est là, et le corps participe. Zverev avait les bras au ciel, il regardait vers le ciel, il y avait un grand sourire, donc il y avait un épanouissement, et le corps aussi, comment dire, va jouir de cette vibration d'un moi qui jouit. Et donc il va pouvoir lui aussi réclamer de nouveau ce plaisir auquel il a participé, quoi. Oui, oui, oui. Néanmoins, il y a quand même des nuances. C'est Albert qui en avait parlé, je m'en souviens très bien. Lorsqu'on met de l'énergie dans un projet, le fait de réussir, d'aller au bout du projet, de réussir le projet, il y a une joie qui est naturelle. C'est comme si la force qui a été employée se libérait d'un seul coup. Voyez ? Donc on peut se mettre à la place des footballeurs ou des tennisman ou même, je ne sais pas, de quelqu'un qui a une société, qui a une entreprise et qui réussit son projet. Il a mis beaucoup d'énergie, il y a eu beaucoup d'intensité, d'énergie mise en œuvre. Lorsqu'il réussit, il y a une joie, il y a une libération. Cette joie est naturelle.
Vous voyez, il y a quelque chose qui est naturel là-dedans. Mais si, lorsque la joie passée, il commence à dire oui, mais moi j'ai réussi ceci, vous avez vu ce que j'ai fait, ça a été difficile, ça a été dur, ça a été, vous voyez, c'est fini là. C'est plus la joie naturelle d'avoir accompli un projet, vous voyez. Ah, d'accord. Ouais. Il faut laisser exploser sa joie. Ce qui nous fait croire au mental, c'est qu'il nous apporte certaines solutions d'ordre pratique dans notre vie. Alors, on se dit que penser intensément nous permettra de résoudre nos problèmes et de trouver des solutions. Vous voyez? Voilà pourquoi nous croyons tant au mental et à nos pensées. Vous voyez pourquoi le mental est important pour nous? Parce qu'il nous donne des réponses, il nous donne des solutions. La mémoire nous donne des solutions et c'est normal. On a envie d'aller faire des courses, le mental est là et il nous donne toutes les solutions. Il nous dit ce qu'on doit faire. C'est la mémoire de l'expérience. En effet, le mental garde en lui la mémoire de nos expériences et peut répondre à certains de nos problèmes, mais uniquement ceux d'ordre pratique. Le mental n'est pas la lumière de conscience qui éclaire et transforme en nous. Il est une trace laissée, un reflet de la lumière vivante. En d'autres termes, il n'a pas le pouvoir de prendre conscience. Si on prend du mental pour résoudre nos problèmes mentaux, on s'en sortira jamais. Vous voyez l'exemple du début tout à l'heure, Pascal, c'est un très très bel exemple. Tu parlais de raison et on a pris des mots pour expliquer ce qu'est le raisonnement. Mais tu t'es pas mis en face de ce que toi tu entendais par raisonnement. Et il n'y a pas de mots là-dedans. Il y a un regard et du silence. Vous voyez, ça c'est le grand piège des êtres humains qui ont des réponses. Alors ils ont des réponses. Ils ont des réponses à des problèmes qui ne demandent pas de réponse, mais qui demandent de la lumière, de la conscience et un arrêt. Et l'intellect a horreur de s'arrêter. S'il s'arrête, il ne sent plus rien. Si on devient le témoin d'un problème et qu'on n'emploie pas l'intellect ne va pas être content. Lui, il veut expliquer. Et après, il dit, ben, j'ai compris, je comprends le problème. Ce n'est pas l'intellect qui va résoudre nos problèmes. Ce sont des regards. Alors, ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début, lorsque tu nous as dit, je me suis mis à écrire. Mais c'est quelque chose de très simple. Eh ben voilà. Oui, mais je me suis aperçue que c'était pas comme ça qu'il fallait que je le fasse. Ah, ben oui. Non, c'est pas ça. Ah, il aime ça, l'intellect. Ouais. Il aime beaucoup le tricot. Mais j'en fais aussi des tricots. Ça fait du tricot. Ben voilà. Non, c'est parce que quand on a l'impression d'avoir vu quelque chose, on a vu quelque chose, je vais l'écrire. Mais c'est pas quelque chose en profondeur, en fait. Mais ça fait rien. Parce que il faut aussi comprendre comment on va en profondeur. On va en profondeur par petites couches. C'est-à-dire, et c'est très bon ce que tu dis, c'est parfait. Et il faut continuer même, je dirais, parce que quand tu regardes une chose, tu vois ce qui est à la surface de la chose. Tu ne peux pas aller en profondeur tout de suite, donc tu le notes. Mais reste sur la chose que tu as vue et regarde encore. Et tu vas voir que d'autres choses vont apparaître. D'autres choses vont apparaître. Tu vois, je dirais, c'est une pénétration. La lumière entre dans l'obscurité, nos ténèbres, en pénétrant dans les ténèbres. On voit quelque chose à la surface, on l'écrit, et puis le lendemain ou 2 jours après, ça nous paraît idiot. Non, c'est pas idiot. Mais restons devant et continuons de regarder. Et là, d'autres choses vont être perçues. Et là, la lumière va pénétrer petit à petit, et
commencer à entrer dans la dimension intérieure. Tu vois, ça se décante par couches. Il est vrai que les premiers mots qu'on écrit, ça paraît idiot. Si c'est pas idiot, on se dit, mais il y a encore des choses à voir. Bien, je dis le mental, c'est parler. Parler et voir des images. Ah, je l'écris. Je parle, je vois des images. Mais je parle. Mais qui parle? Il y a personne qui parle ou qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? Il y a quelque chose qui me pousse à parler. Voilà, tu vois, c'est autre chose déjà. Quelque chose me pousse à parler et à projeter des images. Mais ces images, comment je peux les projeter? Parce que j'ai vu physiquement quelque chose à un moment donné, et ça a laissé une trace, et je peux y penser après. Tu vois? Voilà comment petit à petit on entre, je dirais, dans la nature de la vie telle qu'elle est. Tu vois? Si on prend le mental ou les pensées. Hein. C'est bien de le faire et de continuer à laisser cette attention, ce regard, et puis écrire d'autres mots. Et puis ça soulève autre chose, ça soulève autre chose, tu vois. Et petit à petit, on entre. On sent que quelque chose entre. Et ce quelque chose, alors c'est ce que disait Irina la dernière fois, va créer une unité ou un être de plus en plus conscient, qui voit de plus en plus clairement et pour qui c'est beaucoup plus facile de regarder. Tu vois, ça se décante par couches. Voilà. Et la lumière pénètre les ténèbres. Qu'est-ce que tu avais noté, toi, sur ce que tu avais écrit, Pascal? Oh, j'ai noté plein de trucs. C'est un cahier d'exercice en fait. Il y a des Mais oui, questions, il y a des. Je sais pas si c'est des réflexions, des perceptions, un peu de tout. oui, ben laisse aller, laisse-toi aller, laisse faire. Est-ce que tu es en train de juger quelque chose que la vie met en place? Mais par rapport à quoi? Mais je trouve que c'est assez global ce que j'écris. C'est pas personnel, c'est pas je. C'est un peu plus global. Donc je sais pas. On ne peut commencer que par la globalité, pour après aller un peu plus dans les détails. C'est différent si tu me dis, ça se tourne plus vers l'extérieur, des regards que tu portes quand tu parles de globalité sur la société en général, sur la vie en général, ou Attends, je vais prendre le cahier. Je vais prendre les lunettes. C'est plutôt des réflexions. Là, par exemple, qu'est-ce que j'ai mis? Je sais pas pourquoi j'ai mis ça d'ailleurs. Regarder le corps, pourquoi s'inquiéter de lui donner à manger? Pourquoi toujours le remplir? La peur de manquer, la peur de ressentir la faim, le sentiment d'un vide. Dans le silence, il n'y a pas de mémoire. La mémoire n'enregistre pas le silence parce qu'il n'y a pas de mots. Et la mémoire visuelle. Il y a obligatoirement du son dans la mémoire. Voilà, c'est un cahier de questions mais et des c'est réponses, parfait. mais je sais pas si c'est les bonnes réponses, mais bon. Mais non, 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 mais ne te pose pas la question si c'est des bonnes réponses. Remets en question ce que tu écris, oui. Par exemple, tu dis, Dans le silence, il n'y a pas de mémoire. dans le silence, il n'y a pas de mémoire. Est-ce que tu penses que c'est juste? Oui. Exactement. Si tu es totalement silencieux, si on est totalement silencieux, et si tu es dans la présence, on est dans la présence, il n'y a pas de mémoire du tout. C'est très juste. Maintenant, tu peux dire, ah oui, mais tout à l'heure, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Ah oui, mais là, je parle maintenant. Je suis plus dans le silence. Donc, ce que tu as écrit, c'est parfaitement juste.
Bon, ben, je continue alors. Moi, je pense que tu peux continuer. Ces questions sont bien. J'avais l'impression que c'était plus de la globalité que quelque chose de plus personnel. Donc, Moi, je qu'est-ce trouve. que j'ai ressenti, qu'est-ce qui m'est arrivé, voilà, dans la journée, ou vraiment quelque chose de plus concret que. Non, ce sont des perceptions, ça. Une perception, tu peux l'exprimer comme un fait, mais ou comme une question. Une question révèle que tu as perçu quelque chose. Si on pose la question qui est le moi, qu'est-ce que moi, ça veut dire que tu as perçu quelque chose. Maintenant, on va regarder, mais la question est une perception. Et oui, oui, moi je trouve que c'est très bien ce que tu as écrit. Tu n'en as pas d'autres comme ça? J'en ai 2 cahiers. Eh ben voilà. Je te les envoie, tu me les corriges? Non, non, je corrige pas. Non, non, c'est bien, c'est bien. Je trouve que c'est un travail, c'est très bien. Après, petit à petit, tu vas peut-être te focaliser plus sur des choses en particulier. Pour l'instant, c'est une globalité, tu prends les choses un peu comme elles viennent. Ce sont des instants de vie, des perceptions de vie qui te viennent de droite et de gauche. C'est extraordinaire, c'est parfait. Et puis après, peut-être que tu vas te focaliser un peu plus sur, tiens, j'emploie le mot sentiment, qu'est-ce que ça désigne pour moi? Ou pensée, ou n'importe quoi, hein, une sensation, ou bon élève, Pascal. Ça change. Non, 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 c'est bien, c'est direct, c'est simple.